Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la foire aux questions comme prévu. Alors j'ai une première question d'un certain Sony qui me dit: votre parcours a-t-il été difficile pour devenir haut fonctionnaire de la fonction publique? En fait, j'ai toujours très tôt eu l'appétence pour la chose publique. D'abord parce que j'ai un père qui était déjà fonctionnaire, donc évidemment il y a une forme d'atavisme. Et puis, dans mon cas, on ne peut pas vraiment dire que je fais carrière dans la fonction publique, mais j'ai eu à cœur de rendre une partie de la dette morale que je dois à la France, en la servant d'abord au sein de l'administration, et puis aujourd'hui en politique. Alors évidemment, mon parcours pour devenir haut fonctionnaire de l'État a été comme celui de tous les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire que à l'époque, en tout cas, il fallait cocher un certain nombre de cases, notamment l'Institut d'études politiques de Paris, et puis ensuite l'ENA. Alors ça, c'est vraiment je dirais le haut de ce que permet la méritocratie républicaine, parce qu'en réalité j'ai aussi tenté d'autres concours de l'administration, notamment le concours des IRA et même le concours d'attaché territorial, et également le concours de l'ENA. Donc je me suis astreint, comme tout un chacun, à travailler très dur, à supporter les échecs une fois, deux fois, et à réussir à la troisième fois. Et pour ceux que la question qui m'est posée aussi souvent, c'est: est-ce que vous n'avez pas pâti de vos origines, etc. Je dois dire que j'ai toujours fait le pari que la France était un pays qui respectait tout le monde et qui respectait surtout les compétences et les qualités des uns et des autres. Je n'ai jamais fait l'hypothèse qu'il pouvait y avoir un quelconque racisme dans le recrutement. Et donc du coup, effectivement, quand j'échouais une première fois ou une deuxième fois, plutôt que de me dire que je n'avais pas été reçu au concours en raison de mes origines, je me disais tout simplement que je n'avais pas été reçu au concours parce que je n'avais pas été suffisamment bon pour être reçu. Et j'en veux pour meilleure preuve que j'avais avec moi des camarades qui, eux, étaient français depuis 1000 ans, qui étaient blonds aux yeux bleus, bruns aux yeux verts, qui s'appelaient Dupont et Thierry, et qui eux aussi avaient échoué. Et donc je me disais: mais eux alors, si moi je dis que j'ai pas été reçu pour des raisons de racisme, alors eux, quel type de racisme ils vont pouvoir mettre en exergue pour justifier de leur échec? Donc j'ai tout simplement fait le pari que la France était un pays qui traitait tout le monde de la même manière, et je dois dire que le résultat n'est pas si mauvais, ou en tout cas je dois dire que j'ai eu raison, parce que quand j'ai été prêt, eh bien la France m'a reconnu et l'État m'a reconnu, et je suis aujourd'hui haut fonctionnaire de l'administration publique d'État. L'autre question qui m'est posée par Xavier: quel a été l'élément déclencheur pour vous qui vous a décidé d'entrer en politique? Alors ça, c'est une question que j'ai sélectionnée parce qu'elle est quand même assez structurante dans mon parcours. Comme vous le savez, moi j'ai été naturalisé à 20 ans, et donc le premier scrutin auquel j'ai participé, c'était le référendum sur le traité de Maastricht. Et à l'époque, je n'avais qu'une conscience politique assez faible, et donc par suivisme, j'ai voté oui à Maastricht. Évidemment, ce vote, je l'ai regretté par la suite, mais pas pour les raisons que vous croyez. Je l'ai regretté parce qu'il se trouve qu'à partir de 1994, j'ai entamé la rédaction d'une thèse de doctorat sur la coordination des politiques budgétaires face au traité de Maastricht et d'Amsterdam. Donc la thèse est un travail de longue haleine qui nécessite évidemment qu'on replonge dans les traités, qu'on replonge dans l'histoire de l'Europe, dans la manière dont l'Union européenne s'est construite après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est progressivement que je me suis rendu compte en fait à quel point le traité de Maastricht nous faisait, en tout cas faisait franchir à la France un Rubicon. C'est-à-dire se mettait en place une sorte de piège, une sorte, comment dirais-je, d'effet de cliquet, ce qu'on appelle l'acquis communautaire. C'est-à-dire que la France entrait dans un tunnel où elle perdait progressivement ses souverainetés les unes après les autres, et notamment sa souveraineté monétaire, qui est quand même la souveraineté la plus importante d'un pays, c'est-à-dire le pouvoir de battre monnaie. Et donc très rapidement, à partir de 95, 96, 97, je me suis rendu compte que le peuple français avait été en quelque sorte escroqué par ce traité de Maastricht, que médias, partis politiques, intellectuels avaient poussé les Français jusqu'à la corde à voter oui, et le oui d'ailleurs est passé de justesse. Et donc, à partir des années 95, 96, 97, j'ai commencé à militer dans la mouvance souverainiste qui était à l'époque incarnée par Philippe Séguin, par Charles Pasqua, par Philippe de Villiers également. Et
s'est montée à l'époque une fondation qui s'appelle la fondation Marc Bloch, qui était très connue à l'époque, qui rassemblait en fait tous les souverainistes de tous les bords qui s'opposaient à l'abandon du franc. Bon, évidemment, on n'a pas pu faire grand-chose à part essayer d'alerter l'opinion. L'euro est entré en vigueur. Après, bon, j'ai été admis à l'ENA en 2002, donc je suis parti à l'étranger plusieurs années. Et je suis revenu en France en 2011, exactement au moment où Marine Le Pen prenait la présidence à l'époque du Front National. Et donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'elle faisait, j'ai commencé à l'écouter, à la lire. Je ne me suis pas décidé tout de suite parce que bon, j'attendais quand même de voir, je n'ai pas perdu le côté un peu universitaire, je ne pars jamais de ce qu'il faut démontrer. Et quand j'ai été convaincu, en 2014, j'ai envoyé un mail à l'adresse fonctionnelle de Marine Le Pen et quelle n'a pas été ma surprise de recevoir une réponse de son directeur de cabinet de l'époque 24 heures après, qui m'a dit écoutez, la présidente a bien reçu votre mail, on peut se voir dans un premier temps. Donc j'ai rencontré le directeur de cabinet de l'époque qui était Philippe Martel, avec qui j'ai déjeuné, et 15 jours après j'étais dans le bureau de Marine, j'y suis resté 2 heures, on a parlé, ça s'est très bien passé, et à partir de là, effectivement, je suis rentré d'abord de manière un peu confidentielle au service du Rassemblement National, j'ai commencé à lui écrire des notes, et puis le collectif des Horaces s'est monté, je me suis proposé pour être le porte-parole de ce collectif, et ensuite, comme chacun sait, au 1er décembre, Marine Le Pen m'a nommé coordinateur de son projet présidentiel, et c'est à partir de ce moment-là en fait que je suis entré en politique. Alors ça c'est, je dirais, le parcours un peu chronologique. Bien entendu que j'avais servi l'État et je sers toujours l'État depuis des années, mais je voulais donner un peu plus de consistance à cet engagement et surtout je voyais la France changer, la France décliner surtout dans tous les niveaux et notamment le niveau économique, au niveau également sécuritaire, au niveau identitaire, enfin bref. Il y a toute une batterie d'indicateurs, pour parler comme un économiste, qui m'ont très rapidement poussé finalement à m'engager politiquement. Alors, le but, c'était pas, je voulais pas changer le monde à moi tout seul, mais la réponse à la question, mais qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai décidé un jour de répondre ce que je peux. Voilà. Et donc je me suis décidé sur la base de cette réponse à m'engager en politique et à essayer de faire ce que je peux, ce que je fais encore aujourd'hui. Et j'ai bon espoir que ce que je peux sera prométhéen et permettra à la France de redevenir le pays que j'ai toujours connu et que j'ai toujours aimé. Et que j'aime encore, mais je veux qu'il redevienne ce qu'il est. Bon, j'ai Alain qui me pose la question, une question également très intéressante, qui me dit est-ce que ça ne vous pose pas problème que vous-même, étant d'origine immigrée, vous soyez si ferme sur la question migratoire? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent, effectivement, mais les gens ne comprennent pas pour une raison simple, c'est que les gens ne comprennent plus ce qu'est être français. Ils ont absorbé l'idée que finalement la France n'avait pas d'identité nationale spécifique et que n'importe qui, venant de n'importe où, parlant n'importe quelle langue, se comportant n'importe comment, pouvait être français sous prétexte qu'il avait simplement une carte d'identité. Moi, je n'ai pas cette conception-là de l'identité française. La France est un pays comme un autre, qui a une identité spécifique, qui a été forgée par des siècles d'histoire, de guerre, etc., comme tous les pays au monde. Et donc, cette identité-là, on y adhère ou on n'y adhère pas. Moi, j'ai décidé d'y adhérer. Et donc, je suis ce qu'on appelle un Français assimilé. Donc, ça veut dire que je suis parti du postulat qu'il y a une identité française et que cette identité française était désormais mienne. Et donc, effectivement, pour les gens qui nient l'existence de cette identité, qui ne voient que les gens en fonction de leur origine, parce que de toute façon, comme la France c'est rien, on ne peut pas s'assimiler à rien. Et donc, si on s'assimile à rien, on reste ce qu'on est. Moi, je dis simplement que lorsque vous avez une carte nationale d'identité, vous avez effectivement une carte, mais qui contient une nation et qui contient une identité. Les mots ont un sens. Et donc, à partir de là, me sentant moi-même français, non seulement parce que je suis de nationalité française administrativement, mais que j'ai aussi une identité française qui me fait réfléchir français, parler français, vivre en français, manger français, enfin bref, la France coule dans mes veines, comme disait Romain Gary, bien que je n'ai pas une seule goutte de sang français. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, quand j'ai décidé de devenir français, c'était pas en rêvant que le pays que mes parents ont quitté me rejoigne là où je suis.
C'est-à-dire que si on veut continuer à vivre en France comme un Égyptien, comme un Algérien, comme un Marocain, comme un Maghrébin, comme un Africain, ben ces pays-là existent déjà. Donc il est beaucoup plus confortable pour ces gens-là d'aller vivre dans les pays dont ils ont l'identité. Mais quand on a la nationalité d'un pays, ce qu'on demande aux citoyens de ce pays, eh bien, c'est d'adhérer à la nation de ce pays, d'adhérer à la culture, à l'identité de ce pays, puisque vous en avez la nationalité. Donc on ne peut pas prétendre avoir la nationalité d'un pays et se comporter selon l'identité d'un autre pays. Alors, si vous êtes en Algérie ou au Maroc, si vous vous comportez avec une nationalité algérienne comme si vous étiez chinois ou comme si vous étiez indonésien, ben, il est probable que les Algériens ne vont pas vous accepter. Et même, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous faire la guerre ou qu'ils vont vous détester, mais ça veut dire que forcément vous aurez moins de droits qu'un Algérien. Ça veut dire que vous serez moins accepté dans la communauté nationale algérienne que si vous êtes un Algérien qui parle arabe, qui réfléchit algérien, qui mange algérien, qui se comporte comme un Algérien. C'est la notion d'adhésion non seulement à un pays, mais à l'identité de ce pays. Et donc quand on adhère à la France, parce qu'on a une carte nationale d'identité, eh bien il faut se comporter comme un Français. À Rome, fais comme les Romains. Si à Rome, tu veux te comporter comme un Athénien, bah, faut retourner à Athènes.